Et sans préambule, eh bien, Serge, qui est l'habitué de la maison, je te laisse présenter ton invité. Voilà. Sensei Yann Rouillet, qui est professeur d'aïkido et qui est l'élève d'un maître reconnu, qui est maître Michel Soulinck. Voilà, avec qui j'ai eu le bonheur de publier ce livre qui m'a vraiment éclairé tout du long. Yann, vous verrez en le lisant et puis en écoutant. C'est un homme qui est à la fois une grande modestie et en même temps de grandes connaissances, vraiment. Donc on apprend beaucoup à son contact. Voilà ce que je voulais dire. Et merci pour cette introduction. Bon, merci aussi à la librairie Tropique qui nous accueille. Et merci surtout à tous les présents ici. J'ai déjà eu très largement l'occasion de remercier Serge qui m'a obligé à faire ce livre alors que je me demandais bien comment j'arriverais à écrire un livre sur l'aïkido. Nous avons réussi à produire quelque chose, donc j'espère que ça vous plaira. Le format que nous avons retenu, c'est vraiment le format d'une interview parce que vraiment j'aurais été incapable de faire un ouvrage théorique sur l'aïkido. Ça relève de la pratique, ça relève de l'expérience personnelle. Et c'est pas quelque chose qu'on peut décrire de façon vraiment abstraite. Ou alors, comme Maître Ueshiba, donc le fondateur de l'aïkido, utiliser le langage symbolique et spirituel du shintoïsme, qui nous est tout de même un peu étranger. Et pour le coup, l'intérêt justement de ces échanges que nous avons eus avec Serge, c'est d'essayer de décrypter derrière ses propos et derrière la pratique qu'il a enseignée, comment nous, occidentaux du aujourd'hui 21e siècle, je dois avouer que je suis né au 20e, je suis un peu un homme du 20e siècle, mais comment nous qui venons quand même quelques décennies après sa disparition, comment nous pouvons pratiquer l'aïkido à partir de son enseignement. Et donc l'idée de l'ouvrage, c'était d'avoir ces échanges de manière thématique. Alors vous verrez en lisant que ça reste quand même très oral, mais c'est un peu l'idée aussi que pour que ça reste vivant, donc il y a un peu de redite, mais ça permet aussi de reboucler la façon dont certaines idées importantes reviennent et comment elles viennent se recoller avec ce qui a été évoqué. Donc le livre est un peu en spirale, on va dire, et à chaque chapitre, on va à la fois retrouver des choses et découvrir d'autres choses et voir comment toutes ces choses sont connectées. Et j'espère que quand on arrive à la conclusion, on a une vision globale finalement de cet enseignement. Le plus important à en retenir, c'est que c'est la difficulté quand on l'approche, c'est que fondamentalement l'aïkido est un paradoxe puisque c'est un art martial, quelque chose qui découle de l'art de la guerre et qui vise à la paix jusque même dans son expression. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres arts martiaux au sport de combat, on essaye vraiment d'arriver à ce que jusque dans la pratique physique, il y ait le moins de violence possible. Et ce n'est pas un petit travail. On part évidemment d'une situation qui est une situation de conflit, d'opposition, et on cherche à la résoudre physiquement, dans une fusion, dans une harmonie, avec la personne qui nous attaque. Ce n'est pas évident, quand quelqu'un nous attaque, notre premier réflexe c'est de nous défendre. Et il n'est pas question, c'est là que l'idée de non-résistance que Maître Ueshiba mettait en avant est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de se laisser faire, il s'agit au contraire de prendre le dessus, mais pas prendre le dessus sur l'attaquant, c'est prendre le dessus sur la situation et d'envelopper à la fois l'attaquant soi-même dans une manière de résoudre cette situation on va dépenser de l'énergie, c'est clair, mais on va essayer que cette explosion d'énergie qui résulte de l'attaque soit dissipée hors
des pratiquants, donc que ça ne résulte en blessure ni pour l'attaquant ni pour l'attaqué. Et c'est pour ça que beaucoup d'arts martiaux, l'originalité n'est pas complètement là. Beaucoup d'arts martiaux s'appuient sur une vision spirituelle, que ce soit en Chine, Serge connaît très bien les arts martiaux chinois, ou dans les arts martiaux japonais, il y a quand même une vision spirituelle. Nous expliquons dans l'ouvrage comment cette vision, qui est une vision collective au début au Japon, dans la société médiévale japonaise, qui est une société de hiérarchie aristocratique, où le guerrier joue un rôle où il est violent. Son rôle, c'est d'être violent. Cette violence doit s'inscrire dans un projet qui est d'un retour à l'ordre. Donc on crée un petit désordre à un endroit pour guérir, en fait, pour empêcher que ça devienne un désordre plus grand. C'est le rôle des forces de l'ordre, d'une manière générale. C'est ce qui légitime les forces de l'ordre, c'est que finalement leur rôle de micro-violence s'inscrit dans une macro-harmonie. En Aïkido, et c'est là vraiment que c'est un art martial qui arrive au XXe siècle, pas entièrement par hasard. Il arrive après la fin des sociétés aristocratiques. Il va s'inscrire finalement à recréer cette harmonie, plus simplement au niveau d'une société globale, mais on va essayer d'éteindre vraiment la violence à l'échelle individuelle, directement entre l'attaqué et l'attaquant. Donc c'est là que la vision spirituelle entre en jeu, parce que c'est elle qui va légitimer finalement cette idée qu'elle n'est pas purement morale. Cette idée, d'une part, qu'on ne doit pas, on n'est pas là pour détruire l'attaquant, mais on doit essayer vraiment de le comprendre spirituellement, moralement et jusqu'à physiquement, et tout le travail est là, jusqu'à physiquement, on doit essayer de le sentir comme une part de nous-mêmes. Et difficulté plus grande encore, qui est tout le sens de la pratique, de lui faire comprendre, de lui faire passer le message physiquement, qu'on n'est pas là pour s'entre-détruire. Donc c'est pour ça que Maître Ueshiba, par rapport... Le terme Aiki n'est pas original à l'aïkido, le terme Aiki est très ancien, mais par rapport aux pratiques martiales que Maître Ueshiba a étudiées quand il était jeune, il met vraiment l'accent sur sa fondation d'un art qui est basé sur un nouvel Aiki, qui n'est plus simplement d'absorber l'attaque pour la retourner contre l'attaquant, ce qui serait encore finalement une pratique où on est à 1 contre 1, mais un Aiki qui fait que le 1 et le 1 deviennent un seul, qui sont juste 2 faces d'un même mouvement. Et vraiment, il faut arriver, tout le sens de la pratique est là, c'est-à-dire que on se moque quelquefois des aikidoka en disant bah, c'est des danseurs, il se passe rien. Mais la réalité de la chose, c'est que le but, c'est vraiment d'arriver à danser avec quelqu'un qui veut pas. Il y a une vieille blague que j'avais appris il y a longtemps, où c'était chez les bûcherons du Grand Nord, un rite de passage qui est d'abord de boire un tonnelet de whisky. Ensuite, il faut dépecer un ours et danser avec un esquimau. Donc le petit nouveau qui vient de débarquer, on lui fait boire son tonnelet de whisky, il sort dans le blizzard. Puis il revient tout ensanglanté, il dit « Ça y est, j'ai dansé avec l'ours ou l'esquimau que je dois dépecer. » Voilà. Et bien, l'aïkido, on est là pour danser avec un ours sans se retrouver tout ensanglanté. Oui. Et d'où la phrase de Maître Ueshiba. Après, tu pourras développer aussi ce qui fait que l'aïkido est né finalement, l'aïkido tel qu'on le connaît aujourd'hui assez tardivement, par 1940, mais cette phrase si importante de Maître Ueshiba, l'esprit de l'aïkido est de sauvegarder l'amour, c'est le chemin de la paix, c'est la réalisation de l'amour. Pour un art martial, c'est vrai que ça paraît étonnant. Okay. Est-ce que tu peux continuer par rapport à ce que tu viens d'expliquer,
pour se tracer ce chemin, comment on a pu en arriver là, faire un art martial d'amour, quoi, hein, c'est ça. Hein. Oui, et dans cette notion d'amour, il ne faut pas entendre comme d'être gentil, naïf et bienveillant, un terme souvent mal interprété d'ailleurs aujourd'hui, mais il faut voir vraiment dans la vision spirituelle de Maître Ueshiba que c'est l'amour divin. Donc c'est en fait le moteur qui permet l'harmonie universelle. C'est de cet amour-là quand il parle. Ça ne veut pas dire que sur le tatami, on ne va pas immobiliser quelqu'un et l'empêcher de bouger de façon, on va dire, un peu musclée. Ça reste de l'amour, non pas au sens où on essaye d'être gentil avec lui, mais on reste dans l'idée d'un amour où on s'inscrit comme, je parlais du guerrier au sens médiéval tout à l'heure, on s'inscrit comme le porteur finalement de cette harmonie universelle pour arriver à la refaire passer physiquement dans celui qui nous attaque. C'est un amour qui est finalement le fondement de toutes les sociétés. Quand nous sommes là tous ensemble, nous échangeons de l'information. Nous échangeons de l'information à la fois symbolique avec le langage, nous échangeons de l'information physique avec nos sens. Bon, pas les 5 sens, hein, je ne suis pas en train de vous manger, mais on est en train d'échanger de l'information en permanence. Et l'amour dont parle Maître Ueshiba, c'est cette harmonie qui résulte finalement de cet échange, qui est le moteur fondamental de cet échange, et qui est le moteur finalement cosmologique de la création. C'est cet amour-là. Dès qu'il naît un conflit, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part, et l'amour, c'est ce qui va faire que l'énergie de ce déséquilibre va pouvoir se dissiper ensuite. Paradoxalement, c'est ce même amour qui fournit l'énergie à ces déséquilibres. C'est ça quelquefois qui est difficile à comprendre. Mais il faut comprendre que quand quelqu'un nous attaque, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Et où est la source de ce déséquilibre? On a une grande chance dans ces situations-là. C'est que s'il nous attaque, c'est que nous sommes identifiés à la source de ce déséquilibre. Si nous pouvons sentir pourquoi, alors nous pouvons contrôler la situation. D'ailleurs, je pense que vous déduisez rapidement que ça pourrait s'appliquer à beaucoup de situations conflictuelles. Mais dans l'aïkido, le rôle finalement de l'attaquer, celui qu'on appelle shite, c'est de prendre conscience que si on l'attaque lui, c'est parce que quelque part, il est placé au cœur de la situation de déséquilibre, et s'il en prend conscience, il a une chance de contrôler la situation. Je vais prendre une image très simple. Voilà. Pourquoi vous êtes attaqué? Vous venez de sortir une liasse de billets, et quelqu'un qui manque de billets a décidé qu'il n'y avait pas de raison que ce qui était à vous ne devienne pas à lui. Voilà. Voilà. En sortant une liasse de billets, vous avez créé un déséquilibre dont vous devenez une source. L'amour que cette personne a pour vos billets, voilà, suscite son envie, son désir de venir vers vous en disant, voilà, de beaux billets, j'aimerais avoir ces billets, et ce sont mes billets, je ne veux pas vous les donner, et la situation dégénère. Je pense que ce genre d'image, voilà, ça va vous faire un petit peu mieux comprendre ce que je veux dire par là. Mais du coup, puisque vous avez la source du déséquilibre en main, vous pouvez modifier la situation. Parce que cette personne va tendre vers vous, va avoir de l'énergie. Si vous pouvez capter cette énergie, capter son mouvement, et utiliser ce mouvement pour lui dire « Non mais c'est bon, arrête, assieds-toi, calme-toi », vous allez, je ne veux pas dire résoudre la situation générale que vous avez des billets, pas lui, mais vous allez au moins calmer la situation et peut-être empêcher l'escalade.
Mais d'une manière générale, voilà, le rôle de Shite, donc celui qui est attaqué, et Duke, celui qui attaque, c'est ça, c'est de rentrer dans un jeu de rôle, et la pratique est vraiment centrée sur ça. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de compétition. La compétition dans une société, elle sert à créer une hiérarchie, donc un ordre. Le but, c'est que on crée finalement une forme de conflit artificiel pour que les forces qui sont mises en jeu permettent à chacun de se connaître, voir combien il vaut par rapport à cette hiérarchie de valeurs, et viennent se placer finalement, si possible en haut du piédestal, mais vous voyez, quand vous voyez un podium, vous voyez une pyramide finalement sociale, et vous voyez, il y en a un qui est plus fort, qui est en haut, puis les autres sont un peu en dessous, et puis les autres ils sont même pas sur la photo. Mais donc la compétition crée un ordre, qui peut être remis en cause d'ailleurs au tournoi suivant, mais vous voyez l'idée. Donc la compétition est une image quelque part, comme je disais tout à l'heure, du conflit d'une manière générale, et le but de cette dépense d'énergie, c'est de recréer un ordre. Et donc en Aïkido, on n'a pas de compétition, parce que comme je disais, il ne s'agit pas de faire ça à l'échelle d'une collectivité. Il s'agit de dire, je crée un pseudo-déséquilibre, et je vais apprendre, quand quelqu'un m'attaque, je vais apprendre à saisir les causes de ce déséquilibre, et à contrôler la situation pour devenir moi-même une source d'harmonie. Et la pratique de l'aïkido se fait d'ailleurs en échangeant les rôles. Donc on joue à tour de rôle l'attaqué et l'attaquant. Le rôle de l'attaquant d'ailleurs, c'est pas juste de la figuration pour enseigner à l'autre, c'est un travail à part entière. Pourquoi ? Parce que c'est un travail où on apprend à exprimer de l'énergie, attaquer, et à être déséquilibré, et à sortir de ce déséquilibre, à retrouver son équilibre après. Symboliquement, c'est une forme de renaissance. On va être immobilisé ou se faire projeter, et on va devoir retrouver son équilibre après ça. Donc on va finalement retourner à la terre, comme le titan hanté dans la mythologie grecque, et on va renaître quelque part de cette même terre. On va retrouver finalement notre stabilité en remontant du sol. Et c'est un travail à part entière. Je dirais même que dans la vie courante, c'est ce qui nous arrive le plus couramment. Quand on a un accident, quand on tombe, quand on a un pépin, même un truc bête, c'est tout à coup il y a une rupture dans notre harmonie d'une manière générale. Et cette rupture, il faut apprendre à aller au-delà. Ça peut être simplement glisser sur une peau de banane. Mine de rien, l'entraînement aux ukemi, donc ce qu'on appelle les brises-chutes, comme au judo, les ukemi, finalement, littéralement, uke, c'est recevoir, en japonais. Donc c'est se recevoir, en fait. Le terme, la meilleure traduction serait en fait réception, comme en gymnastique. C'est un bon entraînement quand on glisse sur les peaux de banane, ou quand on a un accident, en tout cas une perte d'équilibre, de savoir gérer son arrivée au sol sans trop se faire mal. C'est un bon entraînement déjà, même physiquement, mais même d'une manière générale, dans l'attitude qu'on a par rapport aux pépins dans l'existence, arriver à absorber cette rupture et retrouver son équilibre pour aller au-delà, c'est un enseignement qui vaut quand même son pesant d'or. Et on ne parle que de l'attaquant. Je parle beaucoup, mais donc on était à l'idée de, voilà, qu'est-ce que c'est cette idée d'amour. Donc vous comprenez qu'en fait on a un attaquant, un attaqué, et le but c'est d'arriver à faire un, et un qui, chacun est une face du même mouvement. Voilà. On peut les traduire en termes de yin et de yang, comme font les Chinois. C'est la même idée en fait. C'est de faire un, et ce un est en harmonie. Donc quand il y en a un qui arrive comme ça, il faut que l'autre absorbe le mouvement. Voilà. Et recréer cette harmonie. Et l'amour finalement dont on parle, c'est ce qui va faire le lien, ce qui va faire coïncider, qui va faire rabouter en fait l'un avec l'autre, communiquer entre eux,
transférer échanger l'information entre eux, de façon à ce que le mouvement redevienne harmonieux. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, oui. Je voudrais que tu puisses... parce que c'est un art d'une telle profondeur. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce qu'est le Kototama? C'est-à-dire qu'au sein de l'aïkido, Maître Ueshiba, il a puisé un enseignement extrêmement ancien qui s'appelle le Kototama et qui a vraiment été le moteur du développement de la finalité de son aïkido. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Bon, c'est pas la finalité, parce que comme on l'a dit, la finalité c'est plutôt de retrouver justement cet amour universel. Mais c'était un outil qui a été très important effectivement à une époque de sa vie, qu'il a étudié auprès d'un chaman qui s'appelait Onisaburo Deguchi, auprès duquel il a étudié donc, au sein du mouvement Homo Tokyo. Et le Kototama, donc c'est l'âme des sons. C'est l'utilisation à la fois symbolique et physique des syllabes. Le japonais est une langue syllabaire et dans cette approche qui est une approche qui est donc au sein de l'ancien Shinto, on considère que chaque syllabe est symbolique d'une force de l'univers. Je raccourcis vraiment à très gros traits. Mais donc il y a les 5 voyelles, donc A, E, I, O, U, et vous avez donc les 8 consonnes fondamentales T, K, S, H, R, M, N, Y, qui sont voilà. Donc vous avez les consonnes qui donnent le rythme et les voyelles qui donnent la matière. Et donc tout ça fonctionne avec le souffle, et donc tous ces donc ça fait 32 syllabes fondamentales qui sont dans cette vision symbolique de forces de souffles différents de la création. Voilà. Et donc pour Maître Ueshiba, l'aïkido était une façon d'exprimer ces différentes énergies, de façon à les amener dans l'expression globale de l'aïki, du mouvement. Aïki d'ailleurs, si on le voit en termes symboliques comme ça, A c'est l'expansion, voilà. I c'est le retour à l'être. Donc dans Aï déjà il y a je m'étends, mais je m'étends pour revenir à l'être, à l'unité. Donc c'est je vais vers vous, mais c'est pour nous réunir. Et donc Aï, il y a plusieurs termes japonais qui sont homophones dans ce sens-là. Il y a Aï qui est amour, il y a Aï qui est rencontre, il y a Aï qui est harmonie. Voilà, donc ils s'écrivent avec des idéogrammes différents, mais ils ont cette même idée du point de vue du Kototama, c'est expansion pour se réunir. Et donc dans Ki c'est l'énergie, donc il y a le K, qui est une consonne un peu explosive, mais il y a le I qui est l'être et qui est la source de l'information. Donc Ki c'est littéralement l'énergie. Deux sons sont très importants dans l'aïkido du point de vue de Maître Ueshiba, c'est Su et U. U, c'est la voyelle de la matière première, de la matrice, de la matière informe. Et Su, c'est l'inspiration, c'est-à-dire c'est le souffle, Su, pour justement nourrir, pour revenir à la matière fondamentale. Alors, le Su et le U, ce sont les sons qui permettent de revenir à l'équilibre, revenir au centre. Donc c'est à la fois un son qui est une source de méditation et aussi un son qui a des conséquences dans la pratique, parce que quand on échange avec quelqu'un, quand on inspire, inconsciemment, on amène les gens à soi. Et si on les amène à soi alors qu'on est en train de flotter, si je puis dire, le ou c'est un peu la mer. Il faut s'imaginer que vous êtes là avec votre bouée canard, voilà, en train de flotter, voilà, c'est ça l'idée du ou. Et donc le sou et le ou, c'est
j'amène quelqu'un à moi, j'aspire son attaque finalement, et je vais nous laisser flotter comme ça, de façon à pouvoir contrôler la situation. Mais vous avez peut-être fait l'expérience quand vous étiez au bord de la mer ou au bord d'une piscine. Quand vous êtes dans l'eau et que quelqu'un essaye de vous sortir de l'eau, qu'est-ce qui se passe ? 3/4 du temps, c'est la personne qui est dans l'eau qui va tirer l'autre dans l'eau. Et la pratique de l'aïkido, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se laisser aspirer dans l'attaque. Il faut au contraire laisser venir la force et utiliser le fait qu'on flotte. Et c'est quelque chose qu'on travaille, hein, vraiment. On est pratiquement en train de flotter sur nos appuis quand on pratique l'aïkido. Et le but, c'est justement d'arriver à aspirer cette force de l'attaque pour, je ne vais pas dire littéralement, mais pour pouvoir faire tomber la personne qui essaye de nous tirer, en fait. Maître Toei, un des élèves de Maître Ueshiba, disait dans une émission de télévision américaine, les intervieweurs le voyaient faire une démonstration, ils disaient « mais ça a l'air tellement facile de faire tomber les gens pour vous ». Il me disait « oh mais c'est très facile, vous savez, les gens ne demandent qu'à tomber, il faut juste les aider un peu ». Oui, voilà, ce que j'aimerais que tu puisses aussi nous préciser, Yann, c'est la relation qui a fait que Maître Ueshiba est passé d'une forme d'aïki qu'on peut considérer comme ancienne au nouvel aïki. Et quel était l'arrière-plan de toute cette évolution, je dirais. Et il faut se replacer dans le contexte du Japon parce que Maître Ueshiba est né en 1883. Pour ceux qui ont 2-3 notions d'histoire du Japon, c'est un Japon qui est déjà en train de s'occidentaliser en fait, en pleine révolution de la restauration de l'empereur Meiji. Et on est dans une époque où les arts martiaux sont relégués au second plan. Toute la structure aristocratique a disparu. Les samouraïs ont été priés de s'intégrer de manière civile dans la société ou de disparaître. Ça ne s'est pas fait de façon, on va dire, totalement pacifique d'ailleurs. Déjà, l'ancien jujutsu, qui étaient les techniques de combat à main nue, sont déjà devenus le judo de Maître Kano. Maître Ueshiba, d'ailleurs, quand il est jeune, apprend le judo. Il apprend différents arts martiaux, mais on est déjà dans cette transformation de passer du Japon féodal, où les gens se découpent en rondelles pour quelquefois pour un oui ou pour un non, j'allais dire, mais où c'est une manière normale de régler les conflits de société, à une époque où on essaye de pacifier la chose. Maître Kano a transformé finalement les techniques d'armes en quelque chose qui est un outil d'éducation pour la société japonaise, et qui devient le sport qu'on connaît aujourd'hui. On est vraiment dans un courant où on doit retrouver, et il y a du coup cette création cette mutation en fait de la société, où les anciennes techniques sont préservées, mais de manière plus pacifique. Mais ça n'empêche qu'elles sont préservées. Mais elles sont pratiquées de façon pas encore sportive, mais on va dire peut-être patrimoniale. Une école qui est très importante de cette époque, c'est l'école d'Aitoryu, qui est fondée par Maître Sokaku Takeda, qui est une école qui est vraiment centrée sur cette idée d'aïki, on va dire qu'il y a un peu un héritage familial, c'est quelque chose qui transmet, mais il a vraiment régénéré. Il est vraiment celui qui a fait le passage en fait du Japon médiéval au Japon moderne, du point de vue de son école, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a à travers plusieurs branches. Mais donc c'est cet art martial qui va être la racine de l'aïkido qu'on connaît aujourd'hui. Maître Ueshiba va rencontrer Maître Takeda dans l'île de Keido, et il va suivre son enseignement et il va devenir enseignant dans son école. Donc la racine de l'aïki, elle commence là. C'est les anciennes techniques d'aïki jutsu qui sont de prise de contrôle par ce qu'on appelle l'ancien aïki, c'est-à-dire
c'est aussi l'idée finalement d'utiliser la force de l'autre, mais vraiment de manière qu'on va dire vraiment efficace, de façon à avoir un contrôle sans trop d'égard finalement pour nos idées d'harmonie ou d'amour. À partir de là, on est dans les années 30. Le Japon des années 30, c'est un Japon qui a passé une étape d'occidentalisation et qui est en train de devenir une puissance coloniale. Donc c'est un Japon où il y a aussi pas mal d'agitation intérieure, et la mutation finalement qui a été entamée à la fin du 19e siècle, elle est encore en cours quelque part. Et Maître Ueshiba le ressent très fortement. C'est quelqu'un qui est très croyant, c'est quelqu'un qui est intéressé aussi vraiment fondamentalement par les arts martiaux, mais aussi par la pratique du Shinto. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aller rencontrer Onisaburo Deguchi, vraiment pour approfondir son approche spirituelle. Et c'est ça qui va l'amener finalement à avoir cette réalisation que ce qui est déjà un peu sous-jacent dans l'aïkido du Daitoryu, lui il va en faire le nouvel aïkido. Il va avoir vraiment cette réalisation spirituelle que en fait quasiment physiquement, mais pour lui c'est vraiment quelque chose de charnel, de viscéral. La personne qui m'attaque, c'est un prolongement de moi. Pour lui, c'est vraiment le moment où, et ça coïncide vraiment avec ce moment où le Japon est un peu schizophrène, où il y a cette vieille civilisation japonaise qui était finalement avec conservé les idées d'harmonie de façon en termes de principe, que ce soit dans le bouddhisme ou le shinto, il y avait cette notion qu'il y a une harmonie universelle, et tout à coup il y avait une vision militariste et nationaliste qui était d'imposer cette harmonie aux autres par la force. Et au bout d'un moment, pour Maître Ueshiba, c'était devenu incompatible. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va vraiment s'écarter de sa vie publique. Et il va construire un temple dans la petite localité d'Iwama. Et Iwama, c'est au milieu de nulle part. Et c'est là qu'il va finalement développer ce nouvel aïki, qui va finalement devenir quelque chose d'influent et de florissant après la Deuxième Guerre mondiale, quand finalement il ne reste pour le Japon que deux possibilités. Ou bien continuer à finir en cendres, ou bien en renaître en faisant appel justement à ce qu'il a de valeur universelle, et en faisant appel justement aux forces qui visent à l'harmonie et à la reconstruction. Donc l'aïkido reflète vraiment un contexte historique, mais aussi un contexte spirituel qui est pas seulement pour le Japon, mais vraiment physiquement pour le Japon, qui est le choix entre la destruction et la renaissance. Et en fait, de toute façon, voilà, il y a la destruction de ce qui était les forces négatives du Japon. En tout cas, elles prennent une bonne claque. C'est la destruction. On ne détruit jamais complètement ce qui est négatif, mais en tout cas, voilà, ces forces négatives ont pris une très forte claque, et ça a ouvert la porte et d'une manière générale à tout ce soft power japonais qu'on connaît aujourd'hui, mais ça a ouvert la porte à ce nouvel aïki proposé par Maître Ueshiba. Oui. C'est là qu'intervient vraiment la notion d'amour. C'est ça, ce nouvel aïki qui a finalement réussi à gagner le monde après. Oui, et parce que, comme je le disais, évidemment, le Japon a été aux premières loges en termes de destruction. Enfin, il n'a pas été le seul. En Europe, il y a eu aussi beaucoup de destruction. Mais ça a été du coup un des éléments qui ont été parmi
parmi ceux qui ont permis de retrouver finalement une forme d'harmonie après toutes ces destructions. Et c'est ce qui lui a permis du coup d'avoir cette influence, mais d'attirer aussi du coup des élèves étrangers qui avaient entendu parler de cet art. Au début, l'aïkido c'est très confidentiel. Il faut bien se figurer que les écoles d'arts martiaux au Japon, c'est quelque chose qui est limite familial. Ce ne sont pas des choses qu'on enseigne comme ça aux gens en dehors d'un cercle de proches. Au début, pour recevoir l'enseignement de maître Ueshiba, comme pour la plupart des autres maîtres, il faut arriver avec une lettre de recommandation. Et puis, l'accès peut être refusé. Après tout, des fois, si on ne sent pas bien la personne. Il y a une anecdote à propos d'un de ses élèves, maître Chiba, qui... alors je sais plus, je crois qu'il avait frappé le chien de maître Ueshiba qui l'embêtait. Il a fallu que toutes les personnes qui le recommandaient se mettent quasiment à genoux pour supplier de maître Ueshiba. C'est pas un mauvais bougre, il sera bien, vous verrez, il faut le prendre comme élève. Bon, voilà, c'était pas gagné. En fait, une bonne partie du travail qui a été fait de diffusion, et parce que maître Ueshiba est déjà âgé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme j'ai dit, il est né en 1883, donc il a eu 60 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même si c'est un âge un peu jeune pour un maître d'arts martiaux, il commence à avoir d'autres préoccupations que de diffuser ça à tout bout de champ. Il y a un gros travail qui est fait par son fils Kishomaru, justement dans l'après-guerre, pour légitimer l'aïkido et le diffuser. Mais c'était pas gagné au début. Il a fallu que... forcément, il y a des forces d'occupation au Japon. Donc, il y a des Américains qui... Au début, les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, sont très réticents à laisser les Japonais repratiquer des arts martiaux. Ça a été un travail pour arriver à les convaincre. Le fait que le judo, notamment, soit déjà un sport reconnu à l'international a beaucoup aidé. Il a fallu faire comprendre aux Américains que... Mais on ne va pas se rebattre, on ne va pas vous découper à coups de sabre, on veut juste pouvoir pratiquer, comme on pratique le judo, on veut juste pouvoir pratiquer nos autres arts martiaux de façon pacifique. Et je pense que le fait que certains Américains s'intéressaient à la question a beaucoup aidé finalement à ce rétablissement. Et Maître Kano lui-même était admiratif de Maître Ueshiba, parce qu'il lui envoyait des élèves. Il ne faut pas oublier que Maître Kano avait ce projet justement d'une académie des arts martiaux. Maître Kano était très conscient dès avant la guerre que toutes ces écoles risquaient de disparaître avec la disparition de la société féodale japonaise, alors que c'était un patrimoine extrêmement important en termes de valeurs, en termes de culture du Japon. Et donc Maître Kano tenait absolument à cette préservation des écoles traditionnelles. Ce qui n'était pas une tâche facile, parce que comme je disais, préserver ces écoles qui étaient des cercles très fermés, c'était les convaincre des gens que essayez de trouver des successeurs, prenez des élèves, mais ne laissez pas votre art disparaître. Donc il y avait déjà ce travail de Maître Kano. Et c'est pour ça aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce capital, on va dire, que les Japonais ont pu à nouveau faire fructifier. Pour l'anecdote, Maître Tada, un des élèves de Maître Ueshiba, est d'une famille aristocratique où ils ont une école de tir à l'arc. Il est toujours vivant, Maître Tada. Il a plus de 90 ans maintenant. Ouais. Mais dans sa famille, ils ont une école de tir à l'arc où ils ne prennent pas d'élèves extérieurs. C'est une école interne à la famille. Heureusement qu'ils vivent âgés, ça permet de garder l'école longtemps. Mais c'est un des exemples pour dire que voilà, il y a la diffusion de tous ces arts martiaux à l'extérieur, c'était pas gagné, et même Maître Ueshiba était très réticent au début. Il a fallu que son fils le convainque que si l'aïkido devait durer, il fallait qu'il s'ouvre un peu à l'extérieur. Maître Ueshiba lui-même a finalement, en faisant des démonstrations, en rencontrant des élèves étrangers, en allant à Hawaï, a finalement accepté l'idée que l'aïkido pouvait jouer ce rôle finalement de message d'harmonie pour toute la planète. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a cette chance de pouvoir pratiquer nous-mêmes.
On a aussi cette chance que Maître Ueshiba est un homme du XXe siècle, donc on a quand même quelques films, on a quand même quelques images de lui en train de montrer, en train d'expliquer. Et donc du coup ça rend la chose plus présente et plus vivante. On ne parle pas d'un personnage de légende du XVe siècle dont on ne serait même pas sûr qu'il aurait existé, on parle de quelqu'un qui a vécu. Et il y a des choses étranges quand même sur ces vidéos. Il y en a une pour dire ce qu'il était, ce qu'il avait lui-même accompli, qui n'est pas forcément palpable. C'est qu'il avait un élève américain qui était très grand, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Oui, Terry Dobson. Terry Dobson, qui est en 90 à peu près. Et alors dans la vidéo, tu vois Terry Dobson il attrape le sensei, il lui saisit le bras, et dès qu'il lui saisit le bras, qu'est-ce qui se passe? Il s'endort. Et il s'endort instantanément, et au sensei il fait une pichenette et il tombe. Et la deuxième fois, c'est au sensei qui l'attrape, et pareil, il s'endort et tombe. Donc ça, c'est une composante de l'aiki. Alors, est-ce que c'est cette transmission, moi je dirais, qui est extrêmement... qu'on retrouve chez Mesmer, dans le magnétisme par exemple, mais il faut être attentif à regarder ce passage-là, où vraiment cette armoire à glace, qui par ailleurs était quelqu'un de très sympathique. Oui, c'était un élève d'ailleurs qui... il a beaucoup souffert d'être américain, parce que être un élève américain au Japon, dans une école où vous avez des gens qui se sont battus contre les Américains qui sont enseignants dans cette école, ça n'a pas été facile à vivre pour lui. Pour autant, Maître Ueshiba l'aimait bien. Je pense qu'il l'aimait bien d'abord parce que Terry Dobson était quelqu'un... Vous trouverez facilement des vidéos de lui parce qu'il a enseigné l'aïkido après. C'était quelqu'un de bien. Et ça se sent. Et je pense que Maître Ueshiba l'aimait bien aussi parce qu'il était grand et fort, et que quand vous arrivez à projeter ou à immobiliser quelqu'un qui est grand et fort, et vous impressionnez. Et donc, on voit Maître Ueshiba faire plein de choses qui peuvent paraître extraordinaires. Ce sont des petits trucs qu'on peut arriver à faire avec de la pratique. C'est pas le cœur de la pratique. Ça montre des effets un petit peu spectaculaires qui permettent de dire comment il fait ça, etc. Mais ça montre surtout la capacité qu'on y acquiert quand on échange de l'information avec quelqu'un. Quand on échange, je vais vous montrer un truc très simple. Voilà, je le tiens là. Non, juste comme ça, normal. Je le tiens là. Je le tiens fort, je tire. Il bloque. Il résiste automatiquement. J'essaye de faire quelque chose, vous voyez, je mets de la force, il tire. Bon, je le tiens normalement, je mets pas de force. Oui. C'est comme un serpent qui s'étire. Ouais. On bouge ensemble. Voilà. Je lui communique en fait. J'ai même pas envie de résister. Ouais, justement, je lui communique. Regarde, je mets pas de force, je ne t'agresse pas. Viens, on va se promener. Je n'ai absolument pas envie de résister. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est ça l'idée. Et ça n'a rien de si extraordinaire que ça, à partir du moment où on comprend que l'aïkido, j'allais dire c'est de la com. Mais c'est vrai. Alors, en fait, et on vit dans une ère où c'est devenu extrêmement important parce que on a des moyens d'information extrêmement puissants aujourd'hui, des moyens de diffusion de l'information. Or, l'aïkido, quelque part, est un combat d'information. On joue avec l'information qui est échangée. Et donc, je triche, quelque part, je feinte. Et quand on dit qu'en aïkido, on dit c'est pas possible. Mais les gens qui disent c'est pas possible sont des gens qui sont en boxe, en karaté, en football, etc., sont les premiers à savoir utiliser des feintes. C'est-à-dire arriver à faire bouger quelqu'un à contre-pied dans le sens où il n'aurait pas dû aller. En aïkido, on fait la même chose d'une manière générale, en fait. On en fait vraiment un outil de tu veux m'attaquer, eh ben c'est pas grave parce que je vais utiliser ce que tu me communiques avec ton attaque pour dissiper l'énergie correspondante et trouver un mouvement harmonieux. C'est tu m'attaques, pas de problème, on va danser. Et on utilise cette confusion, mais je l'attaque, on danse, qu'est-ce qui se passe? On utilise cette confusion justement.
pour lui faire comprendre que, en fait, finalement, je l'attaquais, on s'y retrouve à danser. Mais, en fait, j'aime bien danser, finalement. Voilà. C'est ce qu'on essaye de recréer quelque part. Mais comme les ours qui dansent. Hein. Voilà, exactement. Et comme dans la blague de tout à l'heure, c'est voilà, l'ours arrive, pas de problème, on va danser. Voilà. Pour autant, on n'ira pas dépecer un Esquimau après. Je tiens à rassurer les gens, aucun Esquimau n'a été maltraité. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, voilà. On peut peut-être passer à la partie débat. Moi, j'ai une question. Philippe, pourquoi on utilise des armes aussi dans l'aïkido? On utilise des armes et d'une façon très particulière parce que les armes sont un prolongement en fait du corps. Et il y a tout un débat interne de l'aïkido. Est-ce que l'aïki vient des armes? Est-ce que les armes viennent de l'aïki? Ou est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Et en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup d'approches différentes de l'aïkido. L'aïkido de Maître Ueshiba est très riche. Ses différents élèves ont aussi un peu, après tout, ils ont aussi leur propre vision des choses. Hein. Ce ne sont pas juste des perroquets. Et ils ont pour eux aussi, chacun, eu leur propre approche par rapport à l'utilisation des armes, à la fois par rapport à ce qu'ils avaient acquis avant de venir à l'aïkido ou ce qu'ils y ont appris. Les armes dans l'aïkido, c'est aussi une idée de créer de l'aïki. Donc ça doit être le prolongement de l'action. On apprend à communiquer en fait avec les armes. C'est une façon quelque part aussi de communiquer sans contact direct. Quand on travaille avec des armes, on essaie déjà d'éviter de se faire blessé par l'arme de l'autre, et réciproquement. Mais ce travail, du coup, c'est aussi un travail d'échange d'informations à travers les armes. Et c'est dans ce sens-là qu'on les utilise. En même temps, elles ont un rôle très riche. Ce sont à la fois des miroirs, ces armes, de ce que nous sommes, puisque nous échangeons de l'information avec l'arme. Donc, par rapport à notre mouvement, l'information nous renvoie une part de notre mouvement. Dans ce sens-là, les armes sont un miroir. Dans l'autre, ce sont des amplificateurs de notre énergie, parce qu'elles agrandissent notre corps, donc notre mouvement devient plus grand. Et ce sont aussi des moyens d'échange avec l'autre, parce qu'avec l'arme, et qu'on a un mouvement plus grand, on échange encore de l'information différente avec la personne d'en face. Donc ça joue, ça a tout cet enrichissement-là de travail. Et en même temps, le but, c'est pas d'utiliser les armes pour tuer ou blesser, etc. C'est d'utiliser les armes pour, finalement, contrôler. Créer un contact qui fait que, regarde, tu as sorti ton arme, ok, j'ai sorti mon arme, et maintenant, les techniques d'armes sont des techniques où on va menacer, où on va contrôler. Montrer que, voilà, maintenant, tu as l'air malin, tu peux plus bouger. Mais l'idée, c'est aussi d'utiliser ces armes pour apprendre le mouvement. Excusez-moi, je voulais savoir, ça c'était une pratique réservée à une élite? Alors, pas forcément une élite. Comme je le disais au début, c'était plutôt un petit cercle de gens qui étaient sensibles. Bon, d'une part, des gens qui étaient au début des étudiants du Kototama auprès de Maître Ueshiba. Plus tard, des gens qui s'intéressaient aux arts martiaux et qui voulaient apprendre les techniques de l'aïkido. Comme je le disais, les écoles d'arts martiaux étaient des petits cercles et quand on voulait apprendre la technique de l'un ou de l'autre, on arrivait avec une lettre de recommandation disant je souhaiterais être votre élève, je suis recommandé par monsieur machin que vous connaissez, etc. Ça se faisait comme ça. On peut parler d'une certaine élite. C'est sûr que dans le Japon moderne, c'était pas réservé aux samouraïs, parce qu'il n'y avait plus de samouraïs techniquement. Même si les gens qui s'intéressent aux arts martiaux étaient essentiellement des gens qui avaient eu des ancêtres dans l'aristocratie, du coup qui avaient des réseaux en fait de connaissances qui leur permettaient de dire tiens, à tel endroit il y a un maître qui enseigne ça. Mais dans le tohu-bohu du Japon d'avant la Deuxième Guerre mondiale, du moment qu'on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, on avait accès. Après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment avec le développement
à titre éducatif du judo ou du karaté, puisque c'est à peu près à la même époque que Maître Funakoshi diffuse une version japonaise, donc le karaté, des anciens arts martiaux d'Okinawa. On a accès beaucoup plus facilement. Et comme je le disais, dans cette période des années 50 et ensuite 60, on ouvre aux élèves étrangers. C'est à cette époque que Maître Andenoke, d'ailleurs dans les années 50, est allé rencontrer Maître Ueshiba. Et donc à partir de là, il n'y a plus de notion d'élite. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que ça pose la question de oui, mais nous alors, parce qu'on n'est pas des anciens samouraïs, on n'est pas dans ces réseaux, on n'est même pas dans la société japonaise. Quel rapport avec nous? Eh ben, je vous laisse découvrir dans le livre. Voilà, est-ce qu'il y a Wally, question? Moi j'ai deux questions. Vas-y. La première question, ce sera un peu de revenir sur le kototama, c'est ça, l'arme des sons. Comment c'est utilisé, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est sa portée. Et la deuxième, c'est, je vois l'aïkido un peu comme un bébé hérisson. C'est-à-dire que quand il est petit, il ne doit pas se faire piquer, mais il ne doit pas piquer lui non plus. Et donc comment est-ce qu'on peut apporter ça en fait aux enfants? C'est-à-dire que je trouve que dans les écoles aujourd'hui, par exemple dans la ville de Paris, il y a beaucoup de cours sur le judo, sur le karaté, etc., sur la danse, mais il n'y a pas quelque chose qui pourrait servir en fait à rendre la société un peu harmonieuse, enfin, que les gens tiennent compte des uns et des autres avec cet art un peu d'assertivité pour les enfants, leur apprendre l'assertivité avant d'être complètement adulte et de faire des cours sur l'assertivité comme on fait en général dans les entreprises. Et même pour les gens qui sont dans les entreprises et les managers qui ne font pas beaucoup attention à la QVCT, la qualité de vie au travail, je trouve que d'amener cette notion-là de l'aïkido dans le monde, la société, je trouve que c'est pas mal. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place, ou est-ce que déjà il y a des choses comme ça qui sont mises en place? Désolé, la question un peu longue, je sais pas, est-ce qu'elle est claire ou pas? J'ai pas oublié la première pour autant, donc c'est qu'elle n'était pas trop longue non plus. Donc, première question, c'était le kototama. Il n'y a pas aujourd'hui dans l'aïkido de pratique dédiée au kototama, ou peut-être dans certaines écoles. Je sais que Maître Tavernier avait mis ça en place à une époque. Donc le kototama, il ne faut pas voir... Aujourd'hui dans l'aïkido, c'est plus une pratique dédiée ou séparée. Il faut vraiment voir que Maître Ueshiba l'a étudié et il a fondé sa pratique là-dessus. Donc en réalité, finalement, quelque part, le kototama est sous-jacent dans la pratique de l'aïkido. C'est l'aïkido. Ouais, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on étudie à part. Même si c'est peut-être sans doute encore possible auprès de certains maîtres qui développent pas encore ça. Au Japon, je pense que je sais qu'il y a pas si longtemps, l'Omotokyo existait encore, donc peut-être qu'on peut avoir accès pour ceux que ça intéresse d'étudier ça spécialement, mais dans l'aïkido aujourd'hui c'est sous-jacent. C'est-à-dire que on a intégré dans la façon d'enseigner, dans la façon de pratiquer, cette idée que finalement les sons et les syllabes sont des éléments de l'énergie et du souffle. Mais ils sont cachés sous le capot, si je puis dire. Ils sont cachés à l'intérieur du mouvement. Et il n'est pas indispensable de les étudier séparément pour finalement réaliser physiquement la pratique de l'aïkido et réaliser physiquement les implications de la direction de l'enseignement d'O-sensei. Pour la deuxième question, c'est comment on pourrait amener ça. Déjà, j'essaye d'enseigner déjà aux adultes, à ma petite échelle. Je ne suis même pas professionnel d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, l'aïkido est représenté en France par deux fédérations. Je pense que ce sont les mieux placés pour être l'interlocuteur de l'éducation nationale, ou en tout cas des
des collectivités territoriales pour voir comment ça peut être amené auprès des enfants. Bon, il y a des cours enfants, pas seulement à Paris d'ailleurs, il y a des cours enfants à différents endroits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'aïkido, c'est un peu de notoriété. Je sais que j'ai vu récemment que la FF3A, donc la fédération d'aïkido, j'oublie tout le temps ce que c'est les 3A, mais une des deux fédérations françaises. Aikido, discipline Aikibudo et Aikido, Aikibudo et Aikijutsu. non, c'est, Non. j'en sais plus si c'est affilié ou bon, bref. oui. Une des deux fédérations prévoit d'ailleurs de relancer un petit peu de travail de communication pour justement remettre un petit peu de l'aïkido sur le devant de la scène, ce que nous avons essayé de faire à travers cet ouvrage. On peut peut-être quand même dire que tu enseignes à côté. Oui, Alors, pour les gens du coin. Alors, puisque Dominique dirige la librairie, essaye toujours d'envoyer le message aux gens qui sont autour, c'est le moment. Donc tu enseignes le samedi après-midi de 17h à 19h au gymnase Guilleminot. Voilà. L'adresse exacte, C'est 22 rue Guilleminot. 22 rue Guilleminot. Voilà. Donc les gens qui veulent pratiquer avec toi, ils viennent te voir Voilà. avant la séance. Et puis voilà, ça c'est fait. C'est, pour les habitués de cette librairie, c'est vraiment pas loin. Voilà. C'est le même métro. C'est exactement pas loin. C'est à 200 mètres. Voilà. Mais donc voilà, effectivement, c'est quelque chose, et j'essaye moi de faire de la publicité dans mon milieu professionnel aussi. J'essaye de montrer l'exemple finalement de ce que c'est l'aïkido. Et je pense que c'est, évidemment, on n'a pas de compétition, donc on n'a pas de diffusion télévisée, donc on n'a pas d'argent publicitaire, donc voilà, on a nos petits moyens de gens du coin qui essayent de se faire connaître à travers les fêtes du sport, à travers les événements locaux. Donc c'est sûr que voilà, on part d'un petit peu loin. En plus, la période glorieuse des arts martiaux, pour moi qui étais jeune dans les années 70, je me souviens d'une période glorieuse des arts martiaux, aussi bien chinoises que japonais. Bon, elle est un peu derrière nous, il faut reconnaître. Heureusement, en France, on a un judo qui reste quand même, qui reste quand même très fort, donc qui remet un peu les tatamis et les kimonos sur les écrans de temps en temps, ce qui permet de rejaillir un petit peu sur tout le monde, de remettre un peu l'accent sur ces disciplines en général. Mais bon, effectivement, le travail qu'on doit faire, c'est un travail de revenir dans la lumière, remettre un peu de notoriété, montrer qu'il y a une alternative à la course du rat, si je puis dire, et que c'est pas juste une alternative gnangnan de gens naïfs et sympathiques, c'est une alternative de gens qui sont vraiment prêts à mettre de l'énergie pour retrouver de l'harmonie. C'est vrai, parce que même les forces de l'ordre pourraient s'en inspirer. Parce que du coup, c'est vrai, parce que de façon de loi dans le monde, parce qu'on voit bien qu'on essaie d'arriver à une harmonie entre effectivement la violence, la non-violence, etc. Donc je trouve que c'est quand même. Et dans le management, c'est clair que même quand on dit qu'il n'y a pas de compétition, effectivement il y a une compétition, mais une compétition saine, et donc celle-là, elle peut être mise en œuvre. Oui, et c'est une bonne remarque. Je voyais récemment une vidéo de Julia de Funès qui mettait l'accent sur les mauvaises interprétations qu'on a du terme bienveillance aujourd'hui. Elle disait qu'aujourd'hui, dans le management, on utilise le terme bienveillance pour finalement empêcher toute forme d'expression de conflit. Pour mettre les problèmes sous le tapis en réalité. La bienveillance, ça devient un joli tapis à fleurs et tous les problèmes, on les glisse en dessous. La notion de bienveillance, à la base, c'est pas ça. Et effectivement, aujourd'hui, dans le management, c'est là que l'aïkido est un peu, comme je disais, c'est pas quelque chose de gnangnan. Si on accepte l'idée du conflit, même quelque part, on va crever l'abcès. On va provoquer finalement l'explosion pour pouvoir la contrôler à temps. Donc, comme je disais, on va quand même dépenser de l'énergie pour revenir à l'harmonie.
mais on va le faire à un moment choisi, dans des conditions qui font que ça ne fera pas de dégâts, ça n'aura pas de conséquences graves. Et donc effectivement, je pense que j'essaye, moi, en tant que manager, car je suis manager, j'essaye justement de vivre ça, y compris dans mon travail. Et j'essaye, pour la petite histoire, je travaille dans le monde de la normalisation. Alors le monde de la normalisation, ça veut dire mettre des gens autour d'une table qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, qui ont même quelquefois des intérêts contradictoires, genre clients et fournisseurs, voilà, donc ça fait déjà deux camps qui n'ont pas forcément le même intérêt, et d'arriver à trouver sur quoi ils peuvent être d'accord. Donc il faut les aider à accoucher d'intérêts convergents. Donc vous voyez que même dans mon travail, finalement, je fais de l'aïkido. Je crée des situations où je mets les gens autour de la table pour montrer où ça peut coincer, mais du coup pour aussi derrière découvrir où ça peut finalement créer de l'accord. Excusez-moi, je ne sais pas comment formuler parce que c'est très complexe, mais vous avez parlé, l'idée c'est une harmonie universelle et rééquilibrer les énergies, les affrontements. Et là, vous aviez donné l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et un autre qui n'a pas beaucoup d'argent, donc on essaye je prends ça très naïvement comme ça. Comment, si c'est dans cette idée d'harmonie universelle, on intervient dans l'ordre et l'injustice sociale? Je ne demande pas à une art martiale de résoudre les problèmes d'injustice sociale. Mais c'est vrai que, vous voyez, là avec l'exemple de l'argent, c'est très clair. Parce que si c'est seulement amorcer cet déséquilibre, alors que ça, pour que ça reste pareil, le même ordre social injuste, c'est peut-être ça n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Je vous donne un exemple. Oui. Dans les communautés paysannes indiennes, cumuler, c'est mal vu. C'est dit qu'on a un pacte avec les diables. Donc l'idée, dans l'idéal, c'est de redistribuer pour qu'il y ait vraiment une harmonie. Avec la terre aussi. On n'extrait pas trop et on extrait un petit peu et on donne. Donc ça arrive à avoir une incidence concrète sur l'ordre social et les inégalités sociales. Donc il y a une espèce de redistribution. Ici, c'est pas l'idée, j'imagine, c'est pas un projet politique, mais quelle est la partie du politique? Alors, si c'est parce que vous parlez de management, des enfants, de l'injustice sociale, des inégalités. L'idée, c'est du coup, plutôt que de partir du haut, où on crée une harmonie depuis le haut, et on crée une société où il y a des règles, comme vous disiez, qui font qu'effectivement il n'y a pas de cumul. Une lecture que je recommande au passage, c'est l'essai sur le don de Marcel Mauss, parce que c'est un essai dans lequel il met en lumière justement tout ce qui est la notion de dette, la notion de faire... Quelque part c'est une forme de circulation de l'énergie aussi, cette idée de dette et de cumul. Or le cumul d'énergie à un endroit crée des tensions, et quand on crée des tensions qui se cumulent, au bout d'un moment, ça crée des conflits. Et ça rejoint ce que vous disiez justement à propos de cette idée que dans une société, pour qu'elle maintienne son équilibre, il faut que les dettes s'équilibrent, que l'énergie ne s'accumule pas, de façon à ce que les échanges entre personnes soient harmonieux, que les échanges d'informations, de biens, etc., se restent équilibrés et harmonieux. Et donc, dans les sociétés traditionnelles, il y a des règles comme ça. Vous parliez des Indiens, mais basiquement, dans la société chrétienne, c'était l'idée au départ de ne pas cumuler, justement, pour ne pas créer de dettes de dettes qu'on ne pourrait pas être en mesure de rembourser, et pour ne pas créer de conflits. C'est pour ça que Jésus a des mots très durs sur les riches, parce que fondamentalement, le fait de vouloir cumuler pour son bien propre est contraire à la notion d'une société équilibrée dans les religions traditionnelles. Donc c'est vrai dans l'islam, c'est vrai dans le bouddhisme, c'est vrai d'ailleurs alors le shintoïsme c'est un peu particulier, mais c'est vrai aussi dans le shintoïsme, l'idée d'échange permanent
et d'éviter le cumul. Et c'est pour ça que dans l'aïkido de Maître Ueshiba, il y a cette idée de il ne faut pas cumuler l'énergie, il ne faut pas la bloquer, il faut faire circuler l'énergie pour retrouver de l'harmonie. Alors, je reviens à la notion politique. Comme je le disais, l'aïkido est né dans un siècle très confus et plein de conflits. Et donc, il n'est plus question de créer un ordre depuis le haut qui va diffuser en forme de pyramide où chacun va trouver sa place, quitte à ici ou là, on va devoir couper une tête pour pouvoir justement que tout se passe bien, pour empêcher le cumul justement au niveau de cette tête, si je puis dire. Mais l'aïkido du coup repart plutôt vers le bas où chaque personne, chaque rencontre va devenir un petit point d'harmonie, et l'harmonie elle va grandir comme ça de personne en personne, de façon à recréer à partir de là. Mon exemple était très basique et très exagéré, mais si on partait de cet exemple pour dire j'ai plein de billets, une personne m'attaque parce qu'elle manque des billets, je l'empêche de prendre mes billets comme ça brutalement, sans rien, mais l'idée c'est que quelque part avec mon empathie et de comprendre sa situation, peut-être que je vais lui dire non mais attends, mais j'ai assez de billets, je peux t'en donner quelques-uns. Si c'est juste que tu as besoin de boire une bière, je vais te la payer ta bière, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est l'idée de partir de... Sans tomber dans la charité. Parce que sinon ça ne résout pas le problème. Sans vouloir résoudre le problème globalement, c'est de se dire finalement, moi à ma petite échelle avec l'autre, je résous déjà notre petit problème à nous, ici et là. Et peut-être que de pas en pas, ça va grandir comme ça. Alors, pour donner une image, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Hayao Miyazaki, dans le dessin animé Nausicaa de la vallée du vent, vous avez une très belle scène à la fin, justement de... je ne sais pas si vous connaissez le film. Voilà. Bon. À un moment, il y a une attaque d'insectes géants, et à la fin, elles se retrouvent au milieu des insectes géants, et quand ils sont en furie, tous ces insectes, ils ont les yeux rouges. Voilà, donc vous avez toute cette mare d'insectes qui sont en train de converger avec leurs yeux rouges, et tout à coup, vous voyez leurs yeux qui deviennent bleus, ça part du centre, et ça part comme ça, comme une vague qui s'étend, et tous les yeux deviennent bleus, et tous les insectes deviennent paisibles. Et donc cette idée d'aïkido, c'est voilà, au cœur, là au début du truc, j'ai réussi à résoudre le conflit, et si je donne l'exemple, si je pacifie la situation ici et maintenant, peut-être que les gens autour vont être moins tendus, et petit à petit ça va faire tache d'huile, et on va résoudre comme ça, on va contribuer. Évidemment on va pas résoudre un claquement de doigts parce que j'ai été sympa, tout à coup le monde qui est en guerre depuis des millénaires va être en paix. Moi j'aimerais bien. Voilà, c'est déjà ça. À mon échelle, j'essaye de faire en sorte que le monde soit en paix, d'être contagieux. J'essaie d'être contagieux avec vous là ce soir, pour que nous soyons en paix. Et si ça pouvait vraiment se généraliser, effectivement, ça serait bien. Le nom du film, Miyazaki Nausicaa de la vallée du vent. Nausicaa de la vallée du vent. Vous nous avez parlé beaucoup de l'harmonie, bon, ça je comprends, mais comment tout d'un coup l'amour arrive? Alors, Pratique. il est tout le temps là. Mais oui. Comme je disais tout à l'heure, l'amour dont on parle, c'est l'amour qui est l'amour de la moteur de la création. C'est l'amour qui fait que le cosmos est en harmonie. Or, alors il est en harmonie, évidemment, c'est pas une harmonie, c'est pas un cimetière, hein, c'est pas un glaçon, c'est pas un cristal, c'est pas quelque chose de figé. Donc c'est une harmonie dynamique où il y a tout le temps du mouvement. Et effectivement, au sein de ce mouvement, il y a des petites bulles, il y a des petites choses comme ça, des petites étincelles qui sont des petites parts de conflits. À un moment, il y a un peu d'énergie qui s'est cumulée, il a fallu la dissiper, ça explose un petit peu. Voilà. Et mais c'est cet amour-là, il est tout le temps là. C'est la racine de tout. C'est ce qui fait que nous existons. C'est cet amour qui unit les cellules de mon corps, là, qui fait que je tiens debout en un seul morceau. Or, c'est ça, justement, qu'il faut... Et c'est cet amour qui est à la racine de l'information qui fait que quand je parle, vous comprenez ce que je dis.
En tout cas, vous comprenez les mots que je prononce. Peut-être qu'il y a tout un processus derrière pour en tirer toutes les conclusions et toutes les informations nécessaires, mais en tout cas, je vous parle français, vous comprenez le français, et quand on parle de cet amour, c'est pas un amour sentimental, c'est un amour universel qui est la cohésion en fait de cette manifestation physique dans laquelle nous nous trouvons. Oui, mais bon, il existe, mais pourquoi il y a eu des conflits? Mais comme je vous disais... Ce qu'ont fait les Japonais, je veux dire, c'est quand même une véritable révolution de parler d'amour. Bah, exactement. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, les Japonais étaient vraiment étaient partis dans une direction suicidaire. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Pour autant, cette direction suicidaire n'était que partiellement conforme à leurs valeurs. Parce qu'en même temps, pendant des siècles, les Japonais ont aussi enfin, c'est un peuple d'artisans merveilleux. Surtout que pour eux, le patrimoine artisanal est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'artistes, une grande musique, beaucoup d'art extraordinaire. Et le Japon est à la fois, comme toutes les civilisations, un pôle de stabilité où les gens peuvent exprimer leur art, faire des créations merveilleuses. Et en même temps, les mêmes outils qui permettent cette cohésion, en dehors de cette coquille, peuvent être utilisés à des fins parfaitement néfastes pour dire, bon ben, en dehors de nous, les autres, ils n'ont pas le droit d'exister. On me signale qu'il reste 10 minutes. Les autres n'ont pas le droit d'exister et ou bien ils deviennent comme nous, ou bien ils disparaissent. C'est pas propre aux Japonais. Hein. Mais donc pour finir, pour cette idée d'amour, c'est celle qui sous-tend toutes les sociétés. Et comme on disait tout à l'heure, c'est celle qui sous-tend les règles qui font une société harmonieuse. Et tous les conflits naissent que tout ça n'est pas parfait. Tout ça implique des mouvements, tout ça implique des circulations de biens, d'informations, de relations, de sentiments, etc. Et il y a des moments où ça se cumule, il y a des moments où on crée des vides, il y a des moments où toute cette énergie, elle peut exploser, elle peut créer des tensions. De là naissent les conflits. D'où la spiritualité de l'aïkido. Il ne faut pas s'égarer, c'est-à-dire que c'est ça qui est absolument merveilleux dans cet art. C'est ça qui est difficile à comprendre. Il ne s'agit pas d'être gnangnan. Voilà. Bon, dans Bisounours, nous, on retient ours. Alors, bisous, c'est pour après, si vous voulez. Mais d'abord, on va régler la question de l'ours. Et une fois que l'ours sera calmé, on pourra peut-être lui faire un bisou. Il donnait des clés. Maître Fishiba. Faut pas trop s'égarer. Les clés, c'est projette ton cœur plutôt que ton épée. Ça parlait de révolution, mais ça existait. Il ne faut pas oublier que l'aïkido, comme tous les bouddhos japonais, viennent du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Après, et du shintoïsme. Voilà, après, il y a des périodes dans l'histoire où malheureusement il y a des dérives qui sont très très graves. Mais Maître Fishiba, finalement, il est revenu aux origines. Yann, on en a assez parlé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compassion dans l'aïkido, comme dans le bouddhisme tibétain. Le but, c'est de vaincre sans combattre, enfin, de convaincre. Oui, ou en tout cas de faire en sorte que le combat... Et là, pour le coup, il faudrait que je retrouve cette vidéo de Julia de Funès, dans cette idée de bienveillance qui n'est pas de mettre les choses sous le tapis, qui est de ramener au bien. Voilà, c'est ça. Et quitte à utiliser le conflit pour ça, il ne faut pas refuser le conflit. L'aïkido ne refuse pas le conflit. Pour pouvoir retrouver l'amour qui est caché derrière le conflit, l'aïkido accepte le conflit pour le résoudre. Voilà, et la notion d'amour, elle est là. C'est-à-dire que de toute façon, derrière chaque conflit, derrière tous les conflits, que ce soit des conflits entre personnes, que ce soit des conflits entre groupes communautaires, que ce soit pour des conflits entre sociétés, il y a derrière, nous sommes des êtres humains et nous sommes l'expression, quelque part, comme tout ce qui existe de cet amour. Il faut juste le retrouver. Parce qu'à certains moments, cette énergie qui se cumule dans notre tête, finalement, finit par nous masquer la réalité des choses. Et puis il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer par
par la parole seulement. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Ah oui, mais pratiquer avec une direction, un esprit et un enseignement qui est spirituel, qui élève l'individu. Pourquoi Matthew Shiba, sur ses vidéos, se retrouve, vous regarderez sur YouTube, à 8, il y a 8 ou 10 personnes qui l'attaquent. Et il ne rigole pas, il l'attaque sérieusement, il est déjà âgé, hein, 60 ans. Et il vole. Il vole autour. Même André Noquel, on parlait, Yann qui était mon ami et tout ça, quand il est allé au Japon, il y a une vidéo qui a été faite par la télévision japonaise, il est assis, Matthew Shiba, le type il vole au-dessus de lui. Donc ça c'est la notion de qui. On n'a pas, je ne sais pas si on a le temps, mais... Non, on n'a pas le temps, mais la notion de qui, on la développe dans le livre, vous inquiétez pas. Mais c'est ça qui est merveilleux dans la pratique de l'aïkido. Tel que le définissait Matthew Shiba, il l'a très très bien expliqué, Yann, et vous verrez dans le livre, parce que tout ce qu'il a expliqué, c'est lumineux. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, c'est ça qui en fait un art de l'avenir. 5 minutes. Oui. Voilà. Mais il faut aller au fond des choses, et à ce moment-là, tout en découle. Puisque, effectivement, la politique, puisque vous parlez de politique, c'est la cité. Donc, évidemment, on est dans une pratique, si elle amène l'harmonie, bah, évidemment, c'est plus facile. Voilà. Si on fait un art de combat où il faut démolir l'autre, c'est un peu plus compliqué. C'est une image, mais là, le but, c'est de se retrouver. Oui, et comme je le disais, voilà, ce qui fait l'aïkido, c'est d'arriver à créer ça au niveau des personnes. Voilà. Donc il y a effectivement, c'est pas un projet politique, c'est un projet de réaliser par soi-même, et en jouant ces deux rôles, attaquant et attaqué, réaliser par soi-même, ce que ça veut dire, et le réaliser jusque dans sa chair, le sentir physiquement. À la fin, on l'évite. Voilà, bah, allez-y. Comme Foudre bénie. Exactement. Je vois que tu es un grand connaisseur de Oui, musique. mais je suis un spécialiste du capitaine Haddock, et comme tu sais, il en a cuit au capitaine Haddock, puisqu'il est tombé sur ses pieds, sur un des pieds du capitaine Haddock. Donc je me tiendrai à l'écart. Bon, conclusion plus sérieuse. Voilà, je vais l'éviter de déborder. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment dans cet aïkido, c'est que la notion de combat, d'art martial pacifique, c'est un oxymore, combat martial pacifique. Pourtant, derrière, il y a quelque chose, il y a une signification, il y a une forme de sagesse. Dans tous les contes, dans tous les mythes, vous verrez que de toute façon, la sagesse se découvre en résolvant une opposition contradictoire. Finalement, quand on parle de... Voilà, c'est ça que nous propose Maître Ueshiba. Je vous ai mis une contradiction sous le nez. Vous avez martial, vous avez amour. Si vous voulez comprendre la sagesse qu'il y a derrière cette opposition apparente, voilà, il faut retrouver comment ça fait. Bravo. Merci, le ministre. Tu pourrais nous dire